Bonjour, donc je vais vous présenter la suite du chapitre 11 et on va s'intéresser maintenant au modèle particulier de la lumière. Alors, c'est Einstein, tout le monde connaît son nom, en 1905, qui a émis l'hypothèse que la lumière était en fait composée de petits grains d'énergie qu'il a appelés les photons. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail de l'origine de cette hypothèse. Et donc en fait, il s'intéressait à un phénomène qu'on appelle l'effet photoélectrique. Ce phénomène, c'est que en fait, si on éclaire une plaque métallique avec de la lumière, eh bien, il est possible de lui arracher les électrons, quelques électrons. Alors ici, c'est ce qu'on voit, hein, la lumière qui arrive, la plaque ici, et là, des électrons. Hein, là, ce sont des électrons. Là ici, la lumière. Alors, euh, en fait, un phénomène assez particulier, c'est que euh, pour arracher les électrons, on conçoit qu'il faut une certaine énergie. D'accord. Ils sont bloqués dans l'atome et donc il faut les arracher, leur donner de l'énergie pour qu'ils puissent s'en aller. Alors on pourrait imaginer que en augmentant l'intensité de la lumière, eh bien on finisse par avoir une énergie suffisante pour les enlever. Il se trouve que l'expérience a montré que ça ne fonctionnait pas et que ce n'est pas en augmentant l'intensité de la lumière qu'on pouvait finir par arracher les électrons, mais c'était en changeant la fréquence de la lumière, donc si vous voulez la couleur du rayonnement. Et justement, bien du côté de la lumière violette, les ultraviolets permettaient d'arracher plus facilement la lumière rouge que l'infrarouge. Dans les ultraviolets, il y a une énergie plus importante qui nous permet d'arracher les électrons. Euh, bon, alors évidemment, juste ces considérations-là ne suffisent pas à bien comprendre pourquoi il a parlé des grains de lumière, mais disons que pour lui, à la fois il faut tenir compte de la fréquence, donc déjà cette première notion, hein, que l'énergie de l'onde dépend de la fréquence, mais en plus de ça, la lumière est composée de petits grains qu'on appelle les photons. Alors on les représente souvent comme ça, c'est tout petit, mais on représente quand même la petite vague. Alors c'est complètement une représentation. Hein. Là, ce serait un photon. On peut le représenter éventuellement aussi par une bille, hein, si vous voulez. Voilà, ça, ce sont deux représentations possibles. On peut faire les deux. On peut faire une bille avec, si vous voulez, une petite onde. On a en fait ce qu'on appelle une dualité entre une particule, un photon, qui est localisé dans l'espace, et puis une onde qui prend de l'espace, qui doit onduler, donc qui prend une certaine dimension dans l'espace. Bon, on ne va pas trop détailler ce problème-là, qui est un problème épineux, mais on peut admettre que la lumière est composée de petits grains et que du coup, ces petits photons qui vont venir taper ici le métal et arracher les électrons. Et on comprend aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, que les photons eh bien, sont d'autant plus énergétiques que la fréquence en fait va être grande. Plus la fréquence est grande, plus le photon a de l'énergie et plus il peut taper fort, si vous voulez, entre guillemets, et arracher des électrons. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors, photons et énergie, eh bien Einstein, évidemment, tout ça c'était quantitatif, et il a donné une formule pour l'énergie du photon. L'énergie du photon est égale à une constante qu'on appelle H, la constante de Planck, un autre physicien, multipliée par la fréquence nue de l'onde. Tout simplement. Alors H, c'était donc un physicien important qui lui aussi avait justement introduit cette constante dans d'autres calculs, dans une autre théorie. Et vous voyez qu'en fait, c'est pour ça qu'on associe souvent Planck et Einstein pour cette découverte
et cette notion de photon et de quanta d'énergie. Mais on verra après les quantas d'énergie. Alors on peut transformer un petit peu cette formule, puisque on connaît la relation entre la longueur d'onde et la fréquence que l'on a vu tout à l'heure. Donc on a lambda égale c sur nu, ou si on inverse, ça fait nu égale c sur lambda. Et donc finalement, on a aussi cette formule, h multiplié par la vitesse de la lumière divisé par lambda. J'ai remplacé nu, bon je vais le faire ici, nu est égal à c sur lambda. D'accord, si j'inverse ici, et là donc je remplace la fréquence par cette formule c sur lambda, et on trouve donc que l'énergie du photon c'est hc sur lambda. Lambda, toujours en mètres, toujours dans le système international. L'énergie, toujours en joule, dans le système international. Le joule. D'accord? C'est quand même assez important. L'énergie en joule. Là, ici, on a une fréquence, donc c'est en seconde moins 1. Et vous voyez que la constante de Planck, c'est en joules seconde. Ici, donc, on a des joules fois des secondes. Et vous voyez que des joules secondes fois des secondes moins 1, eh bien, ça nous donne des joules. Bon, c'est peut-être mieux si je mets un petit s avec la même forme que l'autre. Voilà. Alors, un petit calcul pour juste appliquer cette formule. Donc, par exemple, calculer l'énergie d'un photon de la lumière émise par un laser hélium-néon dont la longueur d'onde est 632,8 nanomètres. Donner l'énergie en joules, puis en électronvolts. Alors oui, il y a une sous-unité d'énergie qui s'appelle l'électronvolt. Et un électronvolt, c'est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. C'est tout petit. Et oui, parce qu'en fait, l'énergie des photons, d'un photon tout seul, est toute petite, évidemment. Et on utilise donc une énergie, une sous-unité d'énergie toute petite pour exprimer ces grandeurs. Alors, c'est simple, hein, on doit calculer l'énergie, on va donc appliquer la formule. L'énergie du photon E est égale à H fois C sur lambda. La formule est de dessus. Donc on peut faire une application numérique immédiatement. H, c'est donc 6,626 multiplié par 10 puissance moins 34 joules secondes. Vous avez le droit de mettre les joules secondes. Multiplié par la vitesse de la lumière. Alors, je l'avais donné tout à l'heure avec trois chiffres significatifs. 3,00 multiplié par 10 puissance 8. Voilà. Et donc divisé par la longueur d'onde, qui est 632,8. Mais attention, là ici, la longueur d'onde est donnée en nanomètres. Il faut la convertir en mètres. Le nanomètre, nano, c'est 10 puissance moins 9. Donc surtout, ne pas oublier cette conversion pour être en mètres. Le calcul. Alors, je l'ai fait tout à l'heure. Le calcul nous donne 3,14 multiplié par 10 puissance moins 19 joules. Alors, on nous demande de donner aussi la valeur en électronvolts. Comme je sais qu'un électronvolt c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules, je divise par 1,6 10 puissance moins 19 joules pour trouver le nombre d'électronvolts dans cette quantité. Donc ça c'est en joules. En électronvolts, E est égal à 3,14 fois 10 puissance moins 19 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Et on obtient
une énergie de 1,9 électronvolts. Voilà. Donc il faut évidemment savoir bien faire ce genre de petits calculs déjà. Entraînez-vous à le faire. Alors, nous allons poursuivre. Je retrouve les feuilles. Voilà. Alors, nous passons à ce que l'on appelle la quantification de l'énergie dans les atomes. Alors, parce que ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de comprendre par la suite les échanges d'énergie entre la lumière et la matière. Alors, plus précisément, vous connaissez les spectres de Ray que l'on obtient avec des gaz qui sont chauffés, enfin excités tout du moins. Ils ne sont pas trop chauffés, justement, ils sont plutôt excités avec des décharges électriques, et en tout cas, ils peuvent émettre une lumière particulière comme ça qui présente des raies lumineuses. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il y a ces raies lumineuses. Voilà. Et donc, vous voyez que ces raies lumineuses, cette lumière vient de la matière, c'est un gaz qui est chauffé, donc un gaz est fait d'atomes. Les atomes doivent produire cette lumière particulière ici. Donc, on va essayer de faire ce lien entre la lumière émise et les atomes. Alors, évidemment, ce lien il va se faire en particulier par l'énergie. On vient de voir que la lumière, à chaque fois, pour chaque fréquence, avait une énergie, chaque fréquence ou chaque longueur d'onde, ce qui signifie que chaque raie lumineuse là, qui a une longueur d'onde, avec une fréquence, donc, a une énergie particulière. Donc, on doit parler des énergies dans l'atome. Alors, le principe est simple, ces échanges d'énergie vont venir en fait des électrons qui sont autour de l'atome. En fait, l'atome, à l'extérieur, quand on voit l'atome de l'extérieur, c'est surtout des électrons qui tournent autour. On se rappelle, hein, un atome, c'est un noyau, et autour, vous avez des électrons qui se mettent sur des couches électroniques. On a travaillé ça il n'y a pas longtemps. Voilà, une multitude de couches électroniques. On peut dire il y a la couche n égale 1, n égale 1, n égale 2, etc. Et puis des sous-couches aussi qu'on avait vues. Bon, on va oublier un petit peu les sous-couches, on va juste simplifier en couches pour le moment. Alors, les couches électroniques, c'est un petit peu comme des étages. Alors, en principe, si par exemple vous prenez un seul électron qui serait sur l'atome d'hydrogène il a un seul électron, il est sur le niveau le plus bas. Mais on va voir qu'en fait l'électron peut passer à des niveaux supérieurs. Un petit peu comme dans un immeuble, on peut finalement monter un petit peu les étages. Alors d'un point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple, plus l'électron sera à des niveaux élevés, plus son énergie sera importante. Alors pourquoi est-ce que l'on dit ça? Eh bien, si par exemple vous prenez un pot de fleurs qui tombe d'une fenêtre ici, il va arriver en bas avec une certaine vitesse. Plus il part de haut, plus il tombe de haut, plus il arrivera avec une grande vitesse. D'accord? Une grande vitesse signifie grande énergie, qu'on appelle l'énergie cinétique, énergie de vitesse. Alors vous voyez que finalement, le fait que le pot de fleurs soit en l'air, enfin plus il est haut, plus il pourra avoir une énergie cinétique importante. Il pourra l'avoir, c'est-à-dire que ce sera potentiel. On appelle ça une énergie potentielle. Donc plus le pot de fleurs est à un étage élevé au départ, plus son énergie potentielle sera importante. Il pourra potentiellement, s'il tombe, avoir une grande énergie cinétique. D'accord? Donc c'est facile à comprendre. Plus l'électron se trouve sur des couches élevées, plus son énergie potentielle est importante. Alors on représente ces niveaux d'énergie, parce que finalement, il y a des étages, comme ça, avec à chaque fois, pour chaque étage, l'énergie. Enfin, des étages, on a, si vous voulez, les couches.
n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. Et maintenant, on va pouvoir ici les représenter sur un axe avec l'énergie. Ici, on voit qu'elle est donnée en électronvolts. La couche qui est tout en bas, c'est ce qui s'appelle le niveau fondamental. En principe, l'électron est sur le niveau fondamental. Là, ici, on parle de l'atome d'hydrogène, donc un seul électron, il est tout en bas. Et puis, voilà, il peut passer à des couches supérieures. Il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est que ici, on a des énergies négatives. Et puis on a 0 ici pour ce qu'on appelle le niveau n infini, en fait, qui correspond à un niveau tel que l'électron est tellement loin de l'atome qu'en fait il y est détaché. D'accord ? On dit qu'à ce moment-là, l'atome est ionisé. L'électron ici est considéré comme étant partie de l'atome. Alors un électron qui est tout seul, qui est très loin de l'atome, il ne peut plus tomber sur l'atome, vous voyez, comme le pot de fleurs tout à l'heure, et donc on peut dire qu'il a une énergie nulle. On ne peut plus récupérer son énergie. Alors c'est pour ça que c'est ce qui est posé, quand l'électron est très loin de l'atome, son énergie est nulle. Mais du coup, comme en partant du bas et en montant, l'énergie doit monter, on doit monter puis arriver à 0, et nécessairement, on part d'une énergie négative. Donc, c'est un peu étonnant au départ, mais les électrons dans l'atome ont une énergie donc négative. Là, ici, on parle des énergies des électrons. En fait, les physiciens parlent aussi de l'énergie de l'atome. C'est pareil, l'énergie de l'électron ou de l'atome, cela revient au même. Alors, si maintenant l'électron est à un niveau supérieur, on dit que ce sont les niveaux excités. On dit aussi, on parle d'état excité. L'atome est dans un état excité lorsque l'électron est à un niveau supérieur. Alors, s'il n'y a pas qu'un seul électron, mais plusieurs, comme dans le cas de l'atome de sodium, ça ne change rien. En fait, l'électron est à un niveau supérieur, puis il y en a plein d'autres en dessous. On peut imaginer qu'il y en ait plein d'autres, mais bon, le dernier peut toujours aller sur des niveaux supérieurs. Il y en a toujours au-dessus. Donc, on considère ici, voilà, un électron qui passe d'un niveau, qui peut passer d'un niveau supérieur, si bien que l'état fondamental correspond, si vous voulez, au niveau, à la couche de valence, sur laquelle se trouve l'électron en principe, lorsque l'on fait la structure électronique, la configuration électronique de l'atome. Voilà. Alors, on résume ce qu'il faut bien retenir. Les niveaux d'énergie dans un atome sont, voilà, je ne vais pas trop insister dessus, mais je vais y revenir, sont donc quantifiés. Alors, pourquoi on parle de quantification ? Les niveaux sont quantifiés. Ça veut dire que l'énergie ne peut prendre que des valeurs bien déterminées, caractéristiques de l'atome. Et oui, puisque finalement, on voit comme il y a des étages, des couches, l'énergie elle-même fait des bonds. On ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Donc ça, c'était l'hypothèse de Bohr, qui était très importante pour l'atome, dire que les électrons ne peuvent pas être à n'importe quel niveau autour du noyau, ils sont sur des couches, et chaque couche avec une énergie. Alors, ça, c'est la quantification de l'énergie. Donc c'est très important de se rappeler ce que ça signifie, quantification de l'énergie, qui veut dire simplement que l'énergie ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Elle va augmenter, mais par saut, par petite quantité. On utilise donc des diagrammes des niveaux d'énergie de l'atome simplifié. Le niveau d'énergie le plus bas est donc le niveau fondamental ou état fondamental, c'est comme on veut. Il y a l'état fondamental. L'état fondamental. Et les niveaux d'énergie plus élevés sont les états excités. Voilà. Niveau fondamental, niveau excité, ou état fondamental, état excité, c'est la même chose. Alors, nous allons poursuivre
sur une autre vidéo.